tout le monde et bienvenue au studio du Courrier Laval. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Ayana Oshun. Donc, bienvenue parmi nous. Merci. Donc, Ayana, elle est réalisatrice, coproductrice et scénariste de plusieurs films, dont notamment un nouveau long métrage qui s'appelle Le mythe de la femme noire. Donc, c'est principalement de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Ayana Oshun, réalisatrice. Mon film Le mythe de la femme noire a pris l'affiche en février à travers le Québec. Et il y a une salle qui s'ouvre à Laval, au Goudzo de Laval, au Bonvio, à partir de demain, le 3 mars. Donc, tout bientôt. Oui! Donc, on vous invite à aller voir ça. Et puis, jusqu'à maintenant, est-ce que le film a été bien reçu dans les autres régions jusqu'à maintenant? Franchement, oui. Ça fait 3 semaines que le film est en salle. Il connaît une quatrième semaine, donc à partir du 3 mars. Puis le film se situe dans le top 20 du Wow. box-office québécois. Et que pour un film qui est un documentaire, Mhm. c'est vraiment exceptionnel, qui est dans quelques salles seulement, puis contre des gros films américains. Je pense que l'équipe est super contente. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive à l'un de vos films? Oui, ben en fait, c'est notre premier film qui est diffusé dans les cinémas. Donc OK. oui, c'est la Toute première fois. première fois. Oui. Wow! Ça doit être excitant, tout Alors, ça. c'est tellement excitant. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est que parfois, je vais dans les questions-réponses après les projections avec le public. Puis j'adore ça parce que il y a quelques questions, mais il y a surtout des témoignages de gens qui ont connecté avec les femmes. Il y a 21 Mhm. femmes dans le documentaire, donc avec ce que disent ces femmes-là. Puis c'est super le fun de voir des gens de toute origine, de tout milieu, de tout âge, Mhm. euh, me dire à quel point ça les a touchés, bouleversés, affectés, puis comment ça les re-questionne aussi sur leur manière de vivre. Comment tu décrirais le film pour des personnes qui ne l'ont pas encore vu? Oui, ben, Le mythe de la femme noire, c'est un documentaire qui traite des stéréotypes associés aux femmes noires dans les médias de masse occidentaux. Puis l'idée m'est venue parce que moi, étant née au Québec, ayant grandi ici, les images que je voyais de femmes noires, ça ne correspondait pas vraiment à qui j'étais ou aux femmes autour de moi. Et que je me suis posé la question, pourquoi c'est toujours les mêmes trois images que je voyais? Puis, comme comédienne, je suis aussi comédienne, puis j'auditionnais quand même souvent pour des rôles très, très spécifiques. Puis, en demandant à d'autres actrices autour de moi si elles vivaient la même chose que moi, elles m'ont dit oui, actrice noire ou racisée. Et que je commençais à faire des recherches sur les stéréotypes. Puis plus je lisais, plus je remontais dans les siècles passés. Jusqu'à découvrir que ces stéréotypes-là avaient été inventés il y a très, très longtemps, avaient parcouru l'histoire pour se retrouver au cinéma, à la télévision et dans les vidéoclips. Fait que dans ce documentaire-là, ce que je fais, c'est que je raconte les stéréotypes en allant à la rencontre de 21 femmes qui racontent leur 21e siècle puis qui disent comment ces stéréotypes les ont affectés. Ben, je parle beaucoup de stéréotypes, mais je vais les décrire. Il y en a trois. Donc, il y a celui de la Jézabel, donc c'est la femme noire hyper sexualisée. Le stéréotype de la nounou, donc la femme qui prend soin de tout le monde. Puis le stéréotype de la femme noire en colère. Mm. Donc, c'est vraiment les trois stéréotypes qui sont explorés dans le long métrage. Dans le long métrage, exactement. Puis donc, on illustre ces stéréotypes-là, puis on voit les influences que ça a dans la vie des femmes. Oui, c'est ça, parce que moi, je l'ai écouté, le documentaire, en avant-première, avant même qu'il soit sorti à Laval. Puis, ça m'a vraiment touchée, plus que j'aurais pensé même. Donc, je trouvais vraiment ça incroyable. Est-ce que pour toi, il y a un moment particulier qui t'a touché pendant le film? Oui, ben, quand je faisais les entrevues avec toutes ces femmes, c'est sûr que mes questions tournaient autour des différentes images projetées des femmes dans les médias. Puis, après 2 heures d'entrevue, toutes, naturellement, ont commencé à me parler de santé mentale. Mm. On commençait à me parler de problèmes qu'elles ou des proches d'elles avaient vécu en termes de dépression, burn-out. Certaines étaient même allées jusqu'au suicide. Fait que ça m'a beaucoup touchée qu'elles aillent si loin dans leur témoignage, en fait, parce qu'on ne réalise pas à quel point ce sont des femmes extraordinaires, puis je les ai interviewées parce que je les trouvais lumineuses, puis je les trouvais inspirantes, puis empowering. Tu sais, je voulais faire un film qui inspire les gens qui le voient. Puis en même temps, cette vulnérabilité qu'elles ont exprimée euh, par rapport à ce que ça les faisait, les implications dans leur vie, ça m'a vraiment bouleversée.
Oui, je pense que même, tu sais, moi je ne suis pas noire, mais je me suis retrouvée dans certaines des choses qu'elle disait, ces femmes-là, même en tant que femme. Tu sais, on a tendance à beaucoup s'effacer, je pense, à oublier de prendre soin de soi, puis on en parle beaucoup à la fin du documentaire, justement. Donc, je trouvais ça vraiment pertinent qu'on remette ça de l'avant, puis de dire aussi que c'est important. Là. Oui, et c'est ça que je trouve beau dans ce que tu viens de dire, entre autres, c'est que oui, le film s'appelle Le mythe de la femme noire, mais ça touche une grande partie de la population, les femmes, parce que c'est Mm. des stéréotypes qu'on retrouve parmi les femmes tout court. Puis les hommes aussi, tu sais, il y a des hommes qui témoignaient pendant les questions-réponses, puis qui disaient, ah ben, j'avais pas réalisé que c'était quoi être une femme, puis d'autant plus une femme noire. Fait qu'il il y a toute une réflexion qui s'est amorcée pour plusieurs d'entre eux, pour voir comment être en relation différemment, avec une meilleure conscience, d'être en relation avec les femmes. Puis il y a des hommes noirs aussi qui ont dit ben, qu'ils n'avaient pas réalisé que euh, dans le film, on parle aussi de colorisme, c'est-à-dire des femmes qui choisissent de s'éclaircir la peau avec des savons puis des crèmes, même si c'est très dangereux. Puis elles le font pour être le plus clair possible parce que plus on est clair dans les communautés noires, plus on a des chances de trouver un partenaire de vie ou des choses comme ça. Puis c'est même, on dit même que c'est plus facile de trouver de l'emploi qu'on est plus clair. Donc certaines font ça, puis dans les questions-réponses, encore récemment à Saint-Jérôme lundi, il y a un homme qui m'a dit qui s'excusait en fait parce que c'est vrai que il a très souvent diffusé comme message dans sa famille autour de lui qu'il préférait les femmes plus claires. Puis là, il a réalisé que ben non, mais d'où ça vient ça? Mais non, ça n'a pas d'allure. Fait que juste ça, ça va le faire changer puis être en relation différemment même avec ses propres filles. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'était un des objectifs que tu avais en réalisant le film? Oui, c'était il y a une prise de conscience, effectivement, c'est ce que je voulais. Oui. Puis, tu sais, je pense que ça va arriver pour tout le monde. C'est pour ça que je recommanderais à tout le monde, peu importe le genre, l'âge, l'origine. Je pense que le film a quelque chose à apporter à vraiment tout le monde, puis peut susciter des réflexions vraiment intéressantes. Là, même pour les personnes, tu sais, moi, j'ai étudié en politique, je travaille dans les médias, je m'implique dans ma communauté depuis 10 ans maintenant. Donc, tu sais, mais il y a quand même des aspects que je remets en question, de la façon dont on pense. Des fois, il y a des raccourcis intellectuels qu'on ne comprend pas, puis qu'on ne réalise pas nécessairement non plus que c'est du racisme qui est vraiment ancré en nous. Donc, c'était vraiment super intéressant. Oui, oui, ben c'est ça qui est le fun. Mm. Même dans ton témoignage, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Tu sais, on ne se rend pas compte. Puis, d'arriver à déconstruire ces choses qui sont dans notre inconscience, je trouve que ça donne une certaine prise de pouvoir, si on veut. Mm-hmm. Est-ce que c'est le premier film que tu fais qui s'attaque à des enjeux comme ça? Ben, c'est mon premier long métrage documentaire. Les films que j'ai faits avant, on peut dire un peu, certains touchaient certains thèmes. Un des derniers que j'avais fait s'appelait Les Mains Noires, procès de l'esclave incendiaire. C'est un film qui traitait de Angélique, c'est un documentaire. Donc Angélique, c'est une esclave de Montréal qui est accusée d'avoir incendié la ville en 1734. Puis le film mélangeait documentaire et théâtre. Puis ce qu'il racontait à travers le procès de cette femme-là, c'est tout un pan de l'histoire d'ici qu'on a oublié et qui n'est pas enseigné dans les écoles. Moi, je ne savais pas que cette femme-là avait existé, je ne savais pas qu'il y avait eu de l'esclavage ici. Bien sûr, ce n'était pas comparable à ce qui se suivait aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, l'économie était basée sur l'esclavage, tandis qu'ici, c'était les esclaves de maison. Mais cette femme-là, c'était une femme profondément rebelle et libre. Et quand il y a eu l'incendie de Montréal, plusieurs historiens s'entendent aujourd'hui pour dire que c'était un accident, puis qu'elle, en fait, elle a été condamnée à mort parce qu'elle refusait sa place, sa place de femme et de noire qu'il a reléguée au rang d'esclave. Donc, ce personnage de rebelle m'a fascinée, puis c'est pour ça que j'ai voulu faire un film sur elle. Donc, oui, il est relié, si on veut, à ce film-là, Le mythe de la femme noire, parce que elle aussi, à l'époque, Angélique, je pense qu'on lui attachait ces trois stéréotypes. La femme hypersexuelle, la femme en colère, bien sûr, qui a allumé l'incendie, puis la nounou, parce qu'elle devait prendre soin des gens autour d'elle, même si elle était forcée à le faire. Donc oui, il y a un lien parce que c'est un portrait de femme, là aussi. Mm-hmm. Puis est-ce que toi, tu te considères comme féministe, activiste, par le fait de faire des films comme ça?
Ben, c'est sûr que je me considère féministe, oui, c'est non ben, pour moi, j'allais dire c'est normal, c'est pas tout le monde qui l'est, mais c'est pour moi, c'est normal de défendre les enjeux reliés à l'avancement de la cause des femmes. Je veux dire, je suis une femme, je vois bien les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que dans l'emploi, que dans les salaires, dans l'accès à certains types de professions. Donc oui, effectivement, euh, oui, je me considère comme telle. Puis souvent dans les films que j'écris, même actuellement, c'est des films qui sont autour d'enjeux reliés à la place des femmes. Ça fait partie de qui je suis, je pense. Mhm. Super. Et puis, j'aurais une question pour toi. Est-ce que, après avoir créé ce beau documentaire-là, est-ce que tu dirais que c'est possible justement de définir c'est quoi la femme noire? Qu'est-ce que c'est le fait d'être une femme noire? Ou ça reste quelque chose justement de plus grand que qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Oui, ben, le film, je l'ai appelé Le mythe de la femme noire parce que il parle des stéréotypes, mais j'ai gardé le singulier comme une espèce de défi, une espèce de boutade. Genre, vous voulez voir c'est quoi le mythe? Bon, voici. Puis, à travers le film, parce qu'on rencontre 21 femmes et qu'on apprend à les connaître au fur et à mesure du film, ce que j'espère, c'est que l'audience brise le mythe. Parce que, un, c'est pas un mythe, il y a des mythes, parce que dans le film, on parle de 3 mythes spécifiques, mais surtout, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître ces femmes et qu'on découvre leur richesse, leur profondeur, leurs histoires, leurs expériences, c'est qu'on s'identifie à elles et qu'on réalise que dans le fond, il n'y a pas des mythes, il n'y a pas des stéréotypes. Ce sont des femmes comme n'importe quelle femme. Ce sont des êtres humains d'abord et avant tout. C'est un film qui est en fait sur la condition humaine. Puis, donc, il n'y a pas une manière de définir ces femmes-là. Elles sont diverses. Elles ont de différents âges, différents thèmes de peau, différents styles de cheveux, différents accents même, différents métiers. Puis, à travers cette diversité-là, euh, ce que j'espère que l'audience comprenne, c'est qu'il n'y a pas une manière de les définir et qui, justement, il ne faut pas les étiqueter. C'est qu'il faut juste apprendre à les connaître. Puis, comme dans la vie de tous les jours, quand on rencontre quelqu'un, idéalement, on ne lui accorde pas une étiquette parce qu'elle a l'air de ça, ou elle a de telle manière, ou elle s'exprime de telle manière. Tous les gens sont, d'après moi, sont un puits sans fond d'expérience, de connaissances, puis de richesse. Mm-hmm. Super, c'est exactement ce que je pensais entendre en écrivant ma question. Il y a plusieurs endroits dans le film que moi, en fait, quand j'ai terminé de l'écouter, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je ressentais surtout. Puis tantôt, on parlait de ressortir inspirée, mais je pense que j'en ai retiré aussi de la colère, je pense, de voir qu'encore aujourd'hui, le quotidien des femmes puisse ressembler à ça. Ça m'a comme choquée, on dirait. Il y a plusieurs passages, on voit la manifestation. Ça, j'ai pleuré là, quand j'ai vu ce moment-là. Je me suis dit, waouh! On réalise que ces personnes-là vivent quelque chose qui est super difficile. Moi, je peux même pas comprendre, imaginer qu'est-ce que les personnes puissent vivre. Puis ça me met en colère de voir que ça existe encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour à quoi ça ressemble le quotidien pour ces personnes-là? Ben, c'est beau ce que tu dis. Tu sais, je repense à ce moment du film, justement, où il y a une des protagonistes, Anastasia Marcelin, qui empêche une femme qui est en colère quand elle manifeste dans Black Lives Matter en 2020. Puis, il y a des policiers qui arrêtent la foule, et puis il y a une femme qui pète une coche, comme on dit, parce qu'elle dit, ben, on est là, on est en paix, pourquoi ils sont là? On peut juste avancer, on marche en paix. Puis Anastasia la retient, puis lui dit de retenir sa colère. Sa colère n'a pas sa place là, que ça pourrait mal tourner. S'il te plaît, reste. Puis ce qui est beau dans ce moment de connexion entre ces deux femmes-là, je comprends pourquoi ça t'a mis en colère, parce que toutes ces voix, toutes ces blessures profondes que ces femmes-là vivent, puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer les choses? Puis je pense que la colère, qui est un sentiment profondément humain, puis qui marque, pour moi, ça vient du cœur, la colère. C'est quelque chose qui dit, non, non, arrête, stop. C'est une manière de marquer ses limites. Euh, fait que je pense que cette colère-là peut être utilisée comme agent de transformation. C'est-à-dire que, par exemple, cette colère-là vient
une prise de conscience. Puis d'après moi, cette prise de conscience-là va faire que dans tes relations avec des personnes dans certaines situations, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà vécu ça à travers ce film, par exemple. Puis je vais essayer de faire quelque chose. Puis je pense que ça, il revient à chaque personne de choisir de quelle manière elle va faire changer les choses. Certaines personnes, c'est à travers l'éducation de leurs enfants. D'autres personnes, c'est des professeurs, donc c'est en enseignant des jeunes devant eux. Euh, Moi, c'est par des films. Mhm. Toi, je suppose que c'est par donc, le journalisme, J'espère. l'activisme et tout ce que tu entreprends. Chaque personne au niveau micro ou macro, je pense qu'il y a des choses à faire, puis que ces choses-là, c'est à nous de choisir comment les faire. Je ne peux pas dire c'est quoi la meilleure manière parce que c'est à chaque personne de déterminer c'est quoi comment elle peut agir selon ses envies, selon son cœur, selon sa volonté. Mais c'est une belle façon de penser aussi parce que ça nous responsabilise tous, en fait. Oui. C'est un problème de société. Là, ça va plus loin que chaque individu tout seul. Là. Donc, je pense qu'on a tous une responsabilité, que ce soit nous personnellement ou si on est témoin de quelque chose, de prendre action puis de faire mieux à l'avenir. Tout à fait, tout à fait. Puis, on dit, c'est un cliché, là, que ça prend plusieurs gouttes pour faire un océan, mais c'est vrai. La manifestation Black Lives Matter en 2020, ce qui a rendu ça si puissant, c'est que tout le monde a dit non. Pas juste les Noirs qui marchaient, c'était les Blancs, les Autochtones, les Latinos, les Arabes, tout le monde, hommes, femmes, LGBT, tout le monde marchait. Puis c'est ça qui a rendu ce mouvement puissant à travers la Terre. Puis il y a différents mouvements comme ça à travers l'histoire de l'humanité qui ont eu cette puissance-là parce que collectivement, on a dit non. Mais ça commence par les prises de conscience individuelles, familiales, au niveau de la société, jusqu'à ce que ça grossisse. C'est ça, parce qu'il y a un autre moment dans le film où il y a une des protagonistes qui parle de sa petite sœur, notamment. Oui. Ça aussi, c'est venu énormément me chercher. Surtout la réaction de l'enseignant. Parce que, pour résumer un peu, pour les personnes qui n'ont pas vu encore le film, je vais te laisser, en fait, peut-être résumer le passage. Oui, ben c'est que c'est Diane Gistal, qui est commissaire d'exposition, qui explique comment elle a grandi à Paris. C'est une haïtienne, elle est d'origine haïtienne, mais elle vit à Paris et qui vit actuellement à Montréal. Et sa petite sœur, qui est plus foncée de peau, a subi beaucoup de problèmes à l'école en grandissant. Mais elle ne l'exprimait pas arrivée à la maison à sa famille. Donc, elle arrivait à la maison malade, elle vomissait. Puis éventuellement, elle s'est ouverte à sa mère et à sa sœur, puis elle lui dit, ben, j'aime pas l'école parce que les gens ne veulent pas jouer avec moi, ils disent que je suis un caca, je joue avec des pierres, personne ne veut jouer avec moi. Puis quand la mère est allée voir la professeure à l'école, la professeure a dit, mais non, c'est des enfants, mais non, ils vont grandir. Puis cette espèce c'est cette manière de juste brosser, de juste invalider l'expérience d'une petite fille. Ça aussi, ça fait partie du problème. Puis c'est pas anecdotique. Au départ, je me suis questionnée quand je faisais le film à savoir est-ce que j'interviewais juste une ou deux personnes que j'allais suivre pendant tout le film ou bien j'allais interviewer plus qu'une ou deux. Et finalement, j'ai opté pour la deuxième option, c'est-à-dire interviewer 21 femmes parce que avec une ou deux personnes qui témoignent, on aurait pu se faire dire que c'est anecdotique. Tandis que quand on a plusieurs femmes qui témoignent de différentes choses, mais qu'on voit bien que ça pointe tout dans une direction, c'est qu'on se rend compte que c'est pas anecdotique, que c'est quelque chose de beaucoup plus global. Puis ce qu'a vécu Chloé, donc la petite sœur de Diane, c'est pas quelque chose qui est anecdotique. C'est quelque chose qui est vécu encore et encore. Puis les professeurs, effectivement, disent que ben, c'est des histoires d'enfants, mais non, c'est pas des histoires d'enfants. Ces enfants-là, à dire ces choses-là à Chloé, ils l'ont pris quelque part. Ben, c'est ça, quand on parlait de responsabilisation tout à l'heure, je pense que ça, c'est un grand rôle là, au niveau des enseignants, des parents, au niveau de l'éducation des enfants. Je pense que c'est vraiment primordial d'aborder ces enjeux-là. Oui, tout à fait. Puis, dans le film, il y a Geneviève Young qui parle du fait que c'est une femme mixte. Donc, son père est d'origine trinidadienne, sa mère est québécoise, elle a été élevée en région. Puis, elle dit qu'à 4 ans,
C'était sa fête, puis elle soufflait sur les gâteaux, les chandelles de son gâteau d'anniversaire, puis ce qu'elle voulait, c'est devenir blanche le lendemain matin. Puis il n'y a personne qui lui a dit directement qu'elle était ben, qu'elle n'était pas correcte d'être noire. Elle dit ne jamais avoir vécu de racisme direct, mais pourtant, quelque part, elle avait intégré ce message-là qu'elle était pas à la hauteur à cause de sa couleur. Euh, Puis dans le film aussi, on montre, c'était quelque chose qui a été fait pendant des années, où on montre à des petites filles noires des poupées, une blanche puis une noire, puis il faut qu'elles choisissent entre les deux. Puis en général, la question c'est qui est la plus belle, puis la petite fille noire choisit la petite poupée blanche. Euh, Puis dans le cadre du film, dans l'archive qu'on montre dans le film, c'est qu'on demande à la petite fille qui est la gentille puis qui est la méchante. La petite fille répond que la gentille, c'est la petite poupée blanche, puis la méchante, c'est la petite poupée noire. Puis l'intervieweuse lui demande, OK, laquelle qui te ressemble? Puis elle met de l'avant la petite poupée noire. Puis encore une fois, on parle d'une enfant de 5 à 6 ans. Puis il n'y a personne, je suis sûre que ce n'est pas ses parents qui lui ont dit qu'elle était mauvaise, puis qu'elle n'était pas correcte, puis qu'elle était bête, puis tout ça. Mais malgré tout, elle a intégré quelque part au cours de sa vie, à 5-6 ans, c'est quand même jeune. Imaginez comment cette petite fille-là va grandir avec juste cette graine en elle qu'elle n'est pas correcte. Est-ce que tu penses que ça passe justement par la représentation dans les médias? Entre autres, je pense que ça passe par là, justement. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce film-là, Le mythe de la femme noire. C'est justement pour que les jeunes voient ce film-là. J'ai très hâte de faire le tour des écoles, puis de montrer, puis de parler aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre que ces images-là qu'on montre d'eux, c'est pas vrai. C'est des inventions, c'est des raccourcis, puis que ça n'a rien à voir avec qui ils sont. Euh, Puis comme je dis plus tôt, c'est des stéréotypes qu'on retrouve aussi ailleurs. Donc, les petites filles, en général, peuvent voir le film, puis se reconnaître, puis dire, tu sais, les images qu'on nous rabâche tout le temps de femmes hypersexualisées, ou de femmes qui sont toujours au service des autres, ou de femmes hystériques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis, femme hystérique, ce qui est de pernicieux avec ce stéréotype-là, c'est que c'est comme si on n'a pas le droit de se mettre en colère, alors que la colère est saine. La colère est correcte. C'est correct de dire non quand nos limites sont dépassées. Est-ce qu'il y en a eu des témoignages d'enfants qui sont allés voir le film jusqu'à maintenant? Oui, il y a des ados qui sont venus surtout dans des écoles. Puis les témoignages étaient magnifiques. Il y a une femme, je dis femme parce qu'elle avait 18 ans quand même, bon, plus si jeune, mais quand même. Puis elle disait, elle a pris le micro en pleurant, puis elle a dit, c'est une femme noire, puis elle m'a dit, ben, merci parce que je tiens le micro comme si j'étais elle. Elle a dit, ben, merci parce que son expérience a été validée. Elle avait l'impression d'être folle et de vivre des choses qu'elle n'exprimait pas, qu'elle vivait à l'intérieur. Puis elle avait l'impression que c'était pas vrai ce qu'elle vivait parce que c'était pas possible. Mais en voyant ces 21 femmes-là à l'écran raconter leur expérience, là, tout à coup, les expériences qui ressemblaient à la sienne, donc la petite sœur de Diane, ce qu'elle vivait à l'école, c'est des choses qu'elle a vécues elle aussi. D'essayer de se blanchir la peau, c'est quelque chose que sa mère lui a dit de faire pour essayer d'être plus acceptable dans la société. Donc, de voir qu'elle n'était pas toute seule, ça l'a tellement renforcée, ça l'a tellement fait se sentir connectée. Puis ce qui était beau avec ça, c'est que quand elle est partie, sa professeure est venue me voir puis elle m'a dit, tu sais, cette fille-là, c'est la fille la plus introvertie en classe. Et que le fait qu'elle ait pris le micro, puis qu'elle ait parlé en premier, puis qu'elle se soit mise si vulnérable face à tous ses amis, ça veut dire qu'elle a vécu quelque chose de super fort en termes de connexion. Fait que, merci. Wow! Ça a dû faire vraiment, effectivement, une grande différence dans la vie de plusieurs jeunes femmes qui ont vu le film. C'est super. Oui. Est-ce que c'est un futur projet d'emmener cette film-là dans les écoles? Oui, tout à fait. Oui? Ah oui, tout à fait. C'est ce que je désire. Plus profond de moi, c'est ce que je désire. Je sais que mon distributeur travaille là-dessus, qu'il y a déjà des demandes de certaines écoles, donc ça va être en cours plus tard, probablement cette année, vu que l'année est presque finie. Mais ça s'en vient. Est-ce que ça implique que tu fasses une tournée dans les écoles pour présenter ton film? Oui, c'est quelque chose que je fais toujours avec plaisir. Oui? Tout à fait. Là, je m'en vais en tournée plus tard, à la fin du mois de mars, en Gaspésie. Wow. Puis dans le Bas-Saint-Laurent pour présenter le film auprès de toutes sortes de publics, dont des jeunes. Fait que ça va vraiment être le fun.
Super. Puis est-ce que tu as d'autres projets futurs dont tu pourrais nous parler? Ben, tu sais, comme artiste-réalisatrice, et vu que j'écris aussi, j'ai toujours, il faut en fait avoir 3 ou 4 projets actifs. Puis c'est le premier qui est financé en fait. Donc c'est sûr que là, j'en ai 3 ou 4 là. Puis là, ce printemps, c'est une question de déposer les projets, puis de voir qu'est-ce qui marche pas, des choses comme ça. Ce film-là a pris 10 ans à faire, pour toutes sortes de raisons. J'espère que le prochain ne prendra pas 10 ans. Je pense pas, là. Euh, mais c'est ça. Et 10 ans de travail, c'est quand même énorme. Je n'avais pas pensé que ça avait Ouais. pris autant de temps que ça. Oui, oui. Dès la fin de mon dernier film, quand je dis on, je travaille avec ma soeur, qui est aussi ma coproductrice. On a essayé de le mettre de le mettre de l'avant, mais il y a 10 ans, c'était visiblement pas encore le temps parce que quand on présentait le projet à des investisseurs, diffuseurs, ils ne comprenaient pas. Non. Ils ne voyaient pas de quoi on parlait. Bon, et puis il y a eu une évolution, j'imagine. Il y a eu une évolution, puis c'est vrai qu'en 2020, à la mort de George Floyd, tout à coup, il y a une ouverture qui est arrivée, puis qui a fait que les diffuseurs ont compris. Et surtout, il y a eu un nouveau diffuseur qui s'appelle Native TV qui est arrivé dans le paysage audiovisuel, puis qui a tout de suite compris ce qu'on voulait faire, puis qui nous a dit oui. Donc, à partir de là, on a pu trouver le financement pour compléter le film. Bon, super. Donc, est-ce que tu viens de La Femme? On Oui! en a parlé. Oui! Oui! Quel quartier? Ben, j'étais à Duvernay. Présentement, j'habite à Laval-des-Rapides. OK. Puis, est-ce que tu aimes ta municipalité? J'adore! Oui! J'adore Laval. Tu sais, quand ma mère, j'étais bien plus jeune, elle a décidé de déménager de Montréal à Laval, ma soeur et moi, on était comme, où ça? Laval! Oh non! Puis à l'époque, on a déménagé, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas tout ça. Puis, tu sais, c'était pas cool par rapport à Montréal. Mais rapidement, on est tombé en amour avec la ville. Il y a le Carrefour Laval, on a toujours beaucoup aimé. Le centre de la nature. Ce qui est le fun, c'est qu'on a les avantages de la ville sans nécessairement les désavantages, puis avec beaucoup plus de nature. Fait que j'adore. C'est pour ça que quand je suis partie de chez ma mère pour voler de mes propres ailes, c'est à Laval que j'ai habité, que j'ai continué de vivre. Éventuellement, il y a eu le métro. Je dis à tous mes amis de vivre à Laval. Bon, personne n'écoute, mais bon. Mais je pense que de plus en plus, il y a des gens de ma génération qui viennent, qui s'établissent, puis qui adorent la ville. Non, moi, j'adore Laval. Puis, est-ce qu'il existe une communauté noire qui est forte à Laval? Est-ce que tu fais des activités, Oui. Ben, écoute, je découvre de plus en plus. Le dernier mois, il y a eu le mois de l'histoire des Noirs. Puis le vendredi passé, j'ai eu l'honneur de signer le livre d'or de Laval devant le maire. Oui, merci. Puis, mais il y avait 6 autres personnes de la communauté noire qui étaient là. Fait que c'est des gens certains que je connaissais, comme Vicky Joseph, d'autres que je connaissais moins. Puis que ça m'a donné l'occasion de connecter avec d'autres personnes. Puis tous avaient cette histoire-là. Histoire d'amour avec Laval. Puis tous parlaient du fait que c'était soit leur chum, soit leur mère, soit la famille qui a décidé de déménager ici. Fait que je pense que il y a de plus en plus de familles racisées qui s'établissent ici, qui achètent des maisons, puis qui essaient de vivre. Je peux dire, le fait d'avoir beaucoup plus d'espace. Je pense que ça attire beaucoup les personnes racisées d'avoir une cour pour que les enfants puissent jouer, pour pouvoir faire leur équipe, des choses comme ça. C'est que, tu sais, tout cet aspect d'être en communauté, ça passe beaucoup par être à l'extérieur, en été, bien sûr. Que je pense que, oui. Je pense même qu'il y a une Ligue des Noirs à Laval. Il y a beaucoup de choses qui se font. Super. Puis d'ailleurs, le livre d'or de la ville, c'est comme ça que j'ai reconnu ton nom. Donc, c'est moi qui ai fait l'article. Puis la semaine dernière, je faisais un article sur Madame Simène, qui a été honorée aussi par sa famille lors de la même cérémonie. Donc, oui, c'était vraiment une belle occasion de faire ta connaissance, puis de regarder ce magnifique film. Et je suis sûre que je vais regarder aussi les autres. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont disponibles? Comment on fait pour regarder les films? Bien, les films sont disponibles. Il faut contacter les distributeurs. Donc, celui-là, pour le mythe de la femme noire, c'est Café Amérique. Les Mains Noires, c'est Give, Groupe Intervention Vidéo. C'est un distributeur de films de femmes. Donc, ces films sont disponibles. Okay, j'ai des courts-métrages aussi qui sont sur Vimeo et ailleurs.
OK, Voilà. super. Donc, ben, je vous invite à aller voir prochainement dans vos cinémas à Laval le nouveau film et puis à rechercher pour les anciens courts-métrages de Madame Onchun. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis, on vous dit à la prochaine. À bientôt.